Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Retour ce matin sur une proposition de loi centriste qui, si elle était adoptée, ouvrirait la voie à l'expérimentation des maisons de naissance. Les maisons de naissance, ce sont ces structures dans lesquelles les femmes peuvent accoucher sans se faire hospitaliser. 1 à 2 sages-femmes réalisent l'accouchement de femmes dont elles ont suivi la grossesse. Il faut que ces grossesses se passent sans pathologie particulière. Ce texte a été présenté par la sénatrice centriste du Rhône, Muguette Digny. Elle a reçu le soutien du gouvernement. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a estimé en séance publique qu'elle croyait aux vertus de l'expérimentation, tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas néanmoins de la priorité du gouvernement. Alors tout de suite, sans plus tarder, direction l'hémicycle pour suivre cette proposition de loi. Bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance présentée par Madame Muguette Digny. C'est une demande du groupe UDI-UC. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Muguette Digny, UDI-UC, auteure de la proposition de loi et rapporteure de la Commission des affaires sociales. Vous avez la parole, chers collègues. Merci. Jusqu'en bas. Ouais. Madame la Présidente de la Commission, Madame la Ministre, mes chers collègues, les maisons de naissance sont des structures autonomes où une même sage-femme ou un binôme de sages-femmes réalise l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse lorsqu'elle est physiologique. Elles permettent un accompagnement global et personnalisé de la femme et du couple par une même professionnelle, de la première visite prénatale à l'accouchement et aux soins post-partum. Fréquentes à l'étranger, ces maisons de naissance constituent une forme de rupture par rapport à la manière dont la France aborde la naissance depuis une cinquantaine d'années. L'amélioration des conditions de vie et la prise en charge de la femme enceinte dans les maternités ont permis une formidable réduction du taux de mortalité infantile et maternelle, et notre pays se situe de ce point de vue au niveau de nos principaux voisins. Pour autant, cette amélioration s'est accompagnée d'une surmédicalisation qui n'est bénéfique ni collectivement ni individuellement. Ce sont les médecins spécialistes de la naissance eux-mêmes qui l'affirment. Ainsi, le Collège national des gynécologues obstétriciens estime que les facilités offertes par un plateau technique organisé pour faire face aux pathologies graves, voire gravissimes, conduisent à en faire usage dans des situations qui ne se justifient pas. Pour ce collège de médecins, il ne s'agit, je cite, pas seulement d'un gaspillage de moyens, mais aussi d'un risque iatrogène, auquel s'ajoute en outre, je cite toujours, la frustration de certaines patientes qui estiment qu'elles auraient peut-être pu accoucher plus simplement. C'est justement au nom du choix de ces femmes et de ces couples en faveur d'une médicalisation raisonnée que je défends depuis plusieurs années maintenant l'expérimentation des maisons de naissance en France. Les conditions de sécurité qui sont prévues dans ce texte résultent de la discussion que nous avons eue il y a 2 ans lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et elles sont approuvées par le Collège national des gynécologues obstétriciens. La maison de naissance doit être attenante à, c'est-à-dire toucher, une maternité et les 2 structures doivent avoir conclu une convention permettant notamment un transfert adéquat des femmes enceintes ou des parturientes en cas de complications. En outre, l'ensemble des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation et de fonctionnement des maisons de naissance seront fixées par la Haute Autorité de santé qui devra établir un cahier des charges. Un décret en Conseil d'État précédera la décision des ministres
qui arrêteront eux-mêmes la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental. Les maisons de naissance autorisées pourront alors fonctionner durant un maximum de 5 années et 1 an avant la fin de l'expérimentation, le gouvernement adressera au Parlement un rapport d'évaluation. Il me semble important de souligner que la proposition de loi confirme les compétences des sages-femmes qui sont fixées précisément dans le Code de la santé publique. Elles doivent toujours faire appel à un médecin en cas de pathologie ou d'accouchement difficile. Soyons bien conscients qu'aujourd'hui, les sages-femmes réalisent 80% des accouchements par voie basse non opératoire, ce taux s'élevant même à 92% dans le secteur public. Ces taux élevés montrent bien le professionnalisme de ces dernières et la confiance que leur accordent les médecins responsables de service. De même, la proposition de loi ne modifie en aucune façon les modalités de remboursement par l'assurance maladie des frais médicaux destinés aux femmes enceintes et à l'accouchement, éléments fixés par le Code de la sécurité sociale. Personne, je pense, n'envisage que l'accouchement ne soit pas pris en charge à 100%, y compris dans les maisons de naissance. Si la mise en place de ces maisons paraît encore incongrue en France, il faut savoir qu'à l'étranger, elles sont fréquemment intégrées au système de santé. Les premières maisons de naissance sont apparues dans les années 70 aux États-Unis et il en existe maintenant en Australie, au Canada, en particulier au Québec, et plus près de nous, en Suisse, en Suède, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Autriche ou encore au Royaume-Uni. En Allemagne, on compte 150 structures de ce type et 12 en Belgique. La plupart d'entre elles sont certes à proximité d'un hôpital, mais pas du tout attenantes. Et pourtant, la mortalité infantile était en 2011 de 3,4 pour 1000 en France, 3,5 en Allemagne et 3,3 en Belgique. D'ailleurs, la littérature médicale internationale a évalué ces structures et a conclu que le taux d'incidents périnataux ne diffère pas significativement selon le lieu d'accouchement, hors le cas des accouchements à domicile dont nous souhaitons éviter le développement. Une étude anglaise portant sur 64 583 naissances et une étude américaine portant sur 15 574 parturientes indiquent que les maisons de naissance peuvent assurer la prise en charge de la maternité de manière sûre, efficace, en déployant moins de ressources et avec un haut niveau de satisfaction des femmes. Les maisons de naissance fonctionnent donc dans des conditions pleinement satisfaisantes à l'étranger. Elles répondront chez nous à une demande explicite de femmes avec qui j'ai pu en parler en visitant 2 structures qui pourraient entrer rapidement dans le cadre de l'expérimentation. Le Calme à Paris et la maison de naissance de l'hôpital de Pontoise. J'ai visité cette dernière avec notre collègue Dominique Gillot. Je voudrais prendre quelques instants pour expliquer la manière dont les choses se déroulent dans ces 2 structures. Je dois d'abord dire que j'ai été marquée par la sérénité qui y règne, ainsi que par l'engagement des parents et des professionnels. Les 2 projets sont en effet soutenus à la fois par une maternité, publique ou privée, des sages-femmes et une association dynamique de parents. Ce triptyque est essentiel à l'émergence d'un projet viable. À Pontoise, le projet a démarré en 2006 dans un cadre strictement hospitalier et sous l'impulsion du chef de service de la maternité. La maison de naissance se situe à un étage du bâtiment Femmes-Enfants de l'hôpital de la ville. Elle est inscrite dans le SROS Île-de-France et les 2 sages-femmes qui l'animent sont salariées de l'hôpital, mais son fonctionnement est totalement autonome. Chaque sage-femme assure le suivi global et personnalisé de ses patientes. Le premier entretien, les consultations prénatales, les séances de préparation à la naissance et à la parentalité, l'accouchement physiologique et les consultations postnatales. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Depuis 2007, une centaine de femmes sont suivies chaque année et autant d'accouchements sont pratiqués.
Depuis 2010, et bien qu'aucune publicité n'en ait été faite, la maison de naissance est obligée de refuser environ 150 femmes chaque année par manque de place. En 2009, le calme, qui veut dire comme à la maison, a vu le jour dans le 12e arrondissement de Paris. Cette maison de naissance est située au rez-de-chaussée de la maternité des Bleuets. Elle est portée par une association de parents très active et les sages-femmes qui y exercent en libéral. Contrairement à Pontoise, où tout l'accouchement se déroule dans une chambre de la maison de naissance, le travail commence ici dans les chambres de l'association, mais la femme et la sage-femme se déplacent dans une salle de la maternité peu de temps avant l'expulsion. La sage-femme du calme y continue l'accompagnement de la parturiente jusqu'à 2 heures après l'accouchement. Ensuite, la maman et le bébé retournent dans la chambre du calme. Dans ces 2 maisons de naissance, les sages-femmes ne peuvent évidemment pas pratiquer de péridurale, mais elles disposent de l'équipement médical standard pour assurer le monitoring et éventuellement des perfusions. Si la future maman souhaite une péridurale, elle est transférée en obstétrique. Ces projets pilotes n'existent que par la bonne volonté des individus, notamment les chefs d'établissement et de services de ces maternités publiques et privées. Un cadre juridique leur assurerait donc une pérennité et un mode de fonctionnement plus clair. Il permettrait également aux sages-femmes libérales de contracter une responsabilité civile professionnelle adaptée, permettant effectivement de pratiquer les accouchements dans les maisons de naissance. D'autres projets sont en cours d'élaboration ou sont prêts à fonctionner sur les territoires variés, que ce soit à Remiremont, Nancy, Marseille, Thonon, Lyon, Rennes ou Bordeaux. À l'origine de ces initiatives, on peut trouver une maternité publique ou privée, des sages-femmes exerçant à titre libéral ou non, mais les projets sont toujours soutenus par l'engagement tripartite de sages-femmes, de parents et d'une maternité, ce qui est essentiel pour leur réussite. En tout état de cause, tous ces projets se basent sur une autonomie des maisons de naissance. Cette autonomie est consubstantielle à ce type de structure et permet seule un suivi personnalisé tout au long de la grossesse. Avant de conclure, je voudrais répondre à nos collègues qui s'inquiètent de la création d'une maison de naissance qui se ferait simultanément à la fermeture d'une petite maternité. Il ne peut y avoir aucune corrélation entre ces 2 événements. En effet, c'est essentiellement pour des raisons de sécurité que les petites maternités sont fermées. Dans le cadre de cette proposition de loi et pour assurer la sécurité pour toutes les mamans et tous les bébés, les maisons de naissance devront être attenantes à une maternité. En résumé, pas de maternité, pas de maison de naissance. Il ne peut s'agir de substituer une structure à une autre, mais bien d'offrir en toute sécurité une offre de prise en charge complémentaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la maternité n'est pas une maladie et je peux comprendre la volonté de certaines femmes de se réapproprier son caractère éminemment naturel. Nous ne sommes pas légitimes à critiquer ce choix, mais notre responsabilité est d'en assurer la parfaite sécurité. C'est ce que met en œuvre l'expérimentation des maisons de naissance que je vous demande au nom de la Commission des affaires sociales d'approuver. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame Dini. La parole est à Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice Dini, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le sujet dont nous débattons aujourd'hui, ou nous allons commencer à débattre en tout cas, à travers l'examen de votre proposition de loi, constitue un enjeu important pour les centaines de milliers de femmes qui, chaque année, donnent naissance. Le moment de la naissance est évidemment un moment dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme aussi, ne les oublions pas, un moment important dans lequel, au cours duquel on est particulièrement tourné vers l'autre.
La naissance, c'est souvent la consécration d'un engagement, quelle que soit la forme que revêt cet engagement. Mais c'est aussi un point de départ, une projection dans l'avenir, une responsabilité nouvelle. Dans cette aventure personnelle et familiale, les pouvoirs publics ont une seule mission: sécuriser ce moment de la naissance et garantir les meilleures conditions possibles de son déroulement selon le souhait des parturientes. La situation française nous impose d'ailleurs un regard particulier sur la natalité et sur la naissance. La France connaît l'un des plus forts taux de natalité du continent européen, ce qui, avec plus de 2 enfants par femme, représente un atout considérable quand nos voisins directs voient leur population vieillir et bientôt décroître. Comme ministre des Affaires sociales et de la Santé, je me dois bien évidemment de proposer une approche globale de la naissance, une politique ambitieuse de la périnatalité. Avant de revenir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, permettez-moi de partager avec vous quelques constats chiffrés qui éclaireront nos débats. Depuis une quinzaine d'années, l'offre de soins d'obstétrique a été profondément transformée. Le nombre de maternités a largement diminué, passant de plus de 800 au milieu des années 1990 à 550 en 2009. Au cours de la même période, on constate par ailleurs une augmentation de 11% du nombre de maternités de niveau 2 et 3. La taille des maternités a progressé. En 15 ans, le nombre de maternités qui réalisent plus de 1500 accouchements chaque année a, pour ainsi dire, triplé. Cette progression a parallèlement permis de garantir qu'il y ait des effectifs de professionnels en nombre suffisant dans les établissements et ainsi de garantir un bon niveau de qualité et d'accueil. Il nous faut par ailleurs constater que, contrairement à ce que l'on entend parfois, nous avons une durée moyenne de séjour supérieure d'1 journée à celle des pays membres de l'OCDE, même si, incontestablement, cette durée de séjour a diminué au cours des années passées. Et pourtant, malgré les progrès qui ont pu être réalisés, certains indicateurs de santé périnatale ne sont pas satisfaisants au regard de nos voisins européens. Nous observons par exemple une mortalité maternelle qui demeure très élevée, avec de 8 à 12 décès pour 100 000 naissances. Or, la moitié de ces décès est évitable. Concernant les césariennes, leur taux est stabilisé mais ne diminue plus depuis 5 ans, avec près de 20% des naissances qui sont aujourd'hui concernées. Et le même constat peut être dressé avec un taux de 7,7% de naissances prématurées. Enfin, dans ce domaine, comme dans l'ensemble de notre système de santé d'ailleurs, les inégalités sociales et territoriales sont flagrantes. En France, on ne naît pas dans les mêmes conditions de sécurité que l'on vive en centre-ville ou dans des quartiers sensibles, en zones isolées ou en zones fortement urbanisées. Ces constats, personne ne peut s'en contenter, quelles que soient nos appartenances politiques et quels que soient nos engagements. Et c'est pourquoi je pense que nous pouvons partager quelques priorités. La première, c'est celle de l'affirmation sans aucune ambiguïté de la sécurité des naissances. Je ne souhaite pas transiger sur ce thème et il faut que la France entre à nouveau dans une dynamique positive sur ce sujet pour rejoindre le peloton de tête des pays européens. Cette nouvelle dynamique s'inscrira dans la stratégie nationale de santé lancée par le Premier ministre. En effet, pour lutter efficacement contre les inégalités face à l'accouchement, qu'elles soient sociales ou territoriales, et amorcer de manière tangible et améliorer de manière tangible et concrète nos résultats, nous devons changer d'approche et revoir l'ensemble du parcours périnatal. C'est ainsi que seul un travail commun entre les services de la protection maternelle infantile et le reste de l'offre de soins identifiés sur le territoire nous permettra d'avancer. C'est grâce à ces coopérations que nous pourrons détecter au plus tôt les grossesses à risque et que nous serons ainsi en mesure d'étendre des actions de prévention auprès des futures mères. Je sais que la question des petites maternités doit être traitée de manière pragmatique. Elle est particulièrement sensible dans certains territoires et l'élu local que je suis ne méconnaît pas cette dimension
du problème. Peut-être sommes-nous allés trop loin dans la fermeture de certaines maternités. Vous connaissez comme moi le rôle essentiel pour un bassin de vie de ces maternités où souvent des générations se succèdent. Elles sont à la fois le signe de la vitalité d'un territoire et un service public essentiel pour nourrir le lien social. J'ai déjà eu à prendre des décisions de maintien d'une maternité dans un territoire fragilisé, comme par exemple à Die. Je l'ai fait parce que c'est essentiel pour ce territoire, c'était essentiel pour ce territoire, mais aussi et surtout, je le répète, parce que nous avons obtenu les garanties suffisantes quant à la sécurité des femmes et des nouveau-nés. Pour être maintenue, une maternité doit impérativement présenter les critères de sécurité satisfaisants. Il est impossible de transiger sur ce point. Et d'ailleurs, si nous le faisions, nous n'aurions pas la possibilité de recruter des médecins dans ces maternités, ce qui viendrait affaiblir l'offre de soins. La seconde priorité que je veux mettre en avant, c'est la qualité du moment de la naissance. Et elle concerne directement et précisément le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Sans doute sommes-nous parfois allés trop loin dans la technicisation et la médicalisation des accouchements. La croissance de la taille des maternités et la part importante des naissances en maternité de type 2 ou 3 confirment d'ailleurs cette tendance. Je ne veux pas remettre ici en cause les intentions de ceux qui ont souhaité cette technicisation. Elles étaient, ces intentions, assurément bonnes, comment en douter. Et vous me permettrez de dire, comme femme, comme mère, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main la lutte contre la douleur. Et souvenons-nous qu'il y a eu un moment, une époque où, au fond, au nom de prescriptions morales ou naturelles, on considérait normal qu'une femme souffre. Et on ne peut pas, au nom du refus de la technicisation et de la médicalisation excessive des accouchements, oublier les progrès qui ont été réalisés en la matière. Pour autant, au fond, la question, elle est celle de la liberté du choix, comme dans beaucoup de domaines. Et ce qui est important, c'est que nous soyons en mesure de respecter le choix des femmes. Et je le sais, vous l'avez évoqué, Madame la rapporteure, certaines femmes souhaitent pouvoir accoucher dans un environnement moins technique, et c'est ce choix-là qu'il nous faut permettre de conforter. Liberté de choix, cela veut dire que la liberté, elle doit être complète, y compris dans la capacité financière d'accéder à ces diverses formes d'accouchement. Et on ne pourrait pas voir se mettre en place progressivement des filières qui seraient de facto, non pas dans le principe, mais de facto réservées à des catégories sociales plus favorisées, tout simplement parce que les coûts qui seraient pratiqués seraient plus élevés. Et donc, au fond, quand on regarde la situation, on s'aperçoit qu'au regard des risques effectivement encourus, il n'apparaît pas nécessaire d'avoir une surmédicalisation du moment de la naissance. Alors concrètement, comment faire pour permettre aux femmes qui le souhaitent d'accoucher dans un environnement moins médicalisé? Il faut tout simplement que toutes les maternités soient en mesure de le proposer. Pour y parvenir, nous devons mobiliser tous les leviers à notre disposition. Je pense au rôle joué par les sages-femmes en particulier. Et j'attends également beaucoup des agences régionales de santé pour fixer les priorités données aux établissements. Elles doivent inciter au développement des filières d'accouchement physiologique au sein des maternités. Je me permets de rappeler que le développement des filières d'accouchement physiologique ne relève pas de la loi, puisque c'est aujourd'hui possible, mais relève tout simplement de la mise en œuvre de nouveaux services, éventuellement avec des compléments réglementaires. C'est la raison pour laquelle je vais saisir ces agences régionales de santé pour qu'elles fassent en sorte que ce développement se réalise. J'étais il y a quelques jours en Bretagne, j'ai visité une maternité récente puisqu'elle regroupe 2 maternités plus anciennes à Quimper. Et il y avait là, en construction, une salle d'accouchement physiologique au sein même du service de la maternité classique, si j'ose dire, de l'hôpital. C'est un point que nous devons valoriser.
Parce que, comme vous l'avez dit, madame, une femme enceinte n'est pas une femme malade. Et un certain nombre d'entre elles, assurément, recherchent une naissance en maternité, débarrassée de tout geste médical superflu, perfusion, anesthésie, geste de contrôle intrusif ou position imposée. Et ces femmes recherchent aussi un environnement plus chaleureux, peut-être un matériel médical moins présent et une luminosité moins agressive. Rappelons que dans de nombreux cas, les accouchements ne nécessitent pas d'accompagnement médical particulier, et c'est heureux. Il se pratique déjà chaque jour, dans certaines maternités, des accouchements de ce type-là. Il n'y a donc pas d'obstacle juridique à accoucher de manière physiologique dans notre pays. Donc, on peut se demander pourquoi franchir une étape de plus, puisque, j'insiste sur ce point-là, nous disposons des éléments nous permettant de développer des structures dans lesquelles des accouchements physiologiques pourraient être réalisés. Alors, vous apportez une réponse différente qui est celle des maisons de naissance qui apparaissent complémentaires à la politique existante, et c'est pourquoi je n'y suis pas opposée. Les maisons de naissance répondent sûrement à une attente pour certaines femmes et, loin de moi, l'idée de remettre en cause ce choix personnel. Mais je le répète, ce n'est pas nécessairement en créant de nouvelles structures à proximité des maternités, y compris de manière attenante, que nous pourrons garantir à chaque femme qui le désire un accouchement physiologique. Le risque, j'insiste sur ce point, serait de voir ces maisons de naissance réservées à un trop petit nombre de femmes. Cependant, je crois, en matière de santé, comme dans bien d'autres sujets d'ailleurs, dans bien d'autres domaines d'ailleurs, aux vertus de l'expérimentation. Et à ce titre, je ne m'opposerai pas au fait d'expérimenter ces nouvelles structures. Les gynécologues obstétriciens eux-mêmes sont devenus favorables à ces expérimentations dès lors que les enjeux de sécurité sont assurés. Votre proposition de loi contient des dispositions qui permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant pour les maisons de naissance. Seuls les accouchements présentant un faible niveau de risque pourront y être réalisés. Ces maisons devront être attenantes à une maternité. Je tiens à préciser que c'est une disposition incontournable afin de garantir la sécurité en cas de complications. La Haute Autorité de Santé rédigera également un cahier des charges sur les conditions de l'expérimentation et il reviendra au ministre concerné, peut-être moi-même, de signer l'arrêté qui désignera les lieux d'expérimentation. Madame la ministre, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite donc laisser le débat parlementaire s'exprimer librement sur le sujet des maisons de naissance, en adoptant une position générale de sagesse sur le texte, ce qui ne préjuge pas de l'avis qui pourra être donné sur les amendements qui seront présentés. Comme je l'ai expliqué, il ne s'agit pas pour le Gouvernement d'une priorité, qui est de développer les filières d'accouchement physiologique au sein des maternités. Néanmoins, nous ne souhaitons pas nous opposer à ce qui peut apparaître comme répondant aux attentes d'une partie de nos concitoyennes et des femmes qui attendent des enfants. Et dès lors, encore une fois, qu'à travers ce texte, il ne s'agit pas de rompre l'équilibre d'ensemble de l'offre de soins. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Gilbert Barbier du RDSE. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le serpent de mer de la politique de périnatalité refait donc surface. Voilà près de 15 ans que nous réfléchissons à l'expérimentation des maisons de naissance. C'était évoqué dès 1998, proposé dans le plan périnatalité 2005-2007, adopté lors du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2011. Cette expérimentation n'a jamais été mise en œuvre. Certes,
la dernière fois, le Conseil constitutionnel est passé par là, mais la vérité est aussi qu'il n'y avait pas vraiment consensus autour de cette idée. Le Collège des gynécologues obstétriciens y était à l'époque fortement opposé. Il aurait changé d'avis. Ici même, je ne me souviens pas d'un enthousiasme débordant. Nous l'avions d'abord rejeté à une très large majorité, avant que certains, dont vous étiez, je crois, Madame le ministre, ne changent d'avis en CMP au vu des garanties apportées. Pour ma part, je reste réservé, même si j'admets volontiers que la demande de certaines femmes d'une approche plus physiologique de la naissance est à prendre en compte et que notre modèle de prise en charge de l'accouchement peut apparaître par trop sophistiqué. Je vais bien sûr m'en expliquer, mais avant, permettez-moi de saluer la ténacité de notre rapporteur, Muguette Dini, qui est à l'initiative de la proposition de loi. Déjà en 2010, vous aviez soutenu avec une belle ardeur la proposition de Roselyne Bachelot. Hier comme aujourd'hui, j'ai entendu vos arguments et je peux tout à fait comprendre la frustration de certaines patientes face à une hypertechnicité de l'accouchement, qui est avant tout un acte de vie, ça vient d'être dit par la Madame le ministre, et dont il est vrai, la très grande majorité se déroule sans complications. Faut-il néanmoins rappeler que la mortalité infantile a été divisée par 6 au cours des 40 dernières années? C'est précisément parce que le suivi de la grossesse, le déroulement de l'accouchement et le suivi postnatal ont été médicalisés. Qui peut raisonnablement songer à revenir en arrière? Certes, j'en conviens, probablement que cette évolution s'est faite aux dépens d'une écoute suffisante des femmes et que la surmédicalisation peut éventuellement comporter un risque iatrogène, comme vous l'avez souligné. Cependant, n'oublions pas que les grossesses à bas risque sont susceptibles de se terminer par un accouchement à haut risque, avec une hémorragie de la délivrance ou une procidence ou une circulaire du cordon. Ce sont autant de complications qui, en l'absence de personnel et équipements médicaux adéquats, peuvent se révéler dramatiques, voire létales. Certes, vous essayez d'apporter une réponse à ces inquiétudes en exigeant que les maisons de naissance soient attenantes à une structure de gynécologie obstétrique. C'est une terminologie d'ailleurs un peu particulière. Appelons ça une maternité ou un service d'un établissement hospitalier, avec obligatoirement une convention qui est passée. Cependant, des questions demeurent. Je n'en citerai qu'une, mais elle est essentielle. Qui assumera l'investissement lié à la création de ces structures? L'État, l'assurance maladie, des associations de quel statut? Des groupes financiers? Pourquoi pas? Au vu de l'état de nos finances publiques, je ne pense pas que ce soit une priorité de répondre à une demande, certes compréhensible, mais reconnaissons-le, minoritaire. On parle ici de quelques milliers de femmes sur plus de 800 000 accouchements chaque année. S'il y a des moyens, je préfère, un peu comme ce que vous venez de dire, Madame le ministre, qu'on les consacre à améliorer les effectifs dans les maternités publiques, à créer de nouvelles places en service de néonatalité. Certains vont me rétorquer qu'il y a justement dans les maisons de naissance un potentiel d'économie et que la captation d'une partie des grossesses non pathologiques par les gynécologues obstétriciens a pour effet de priver les unités qui gèrent les grossesses à haut risque des spécialistes nécessaires. C'est à démontrer. Cela étant, je voudrais mieux comprendre comment tout cela va fonctionner, s'articuler. Sous quelle responsabilité médicale les maisons de naissance seront-elles placées? Nous avons eu l'occasion de nous pencher à de nombreuses reprises sur le problème de la responsabilité civile des professionnels de santé. Si les maisons de naissance sont des structures autonomes, les sages-femmes devront, j'imagine, contracter une assurance qui risque d'ailleurs de coûter fort cher. Mais en cas de problème, après un transfert dans un service d'obstétrique, qui sera responsable? Le gynécologue obstétricien ou la sage-femme qui aura pu, le cas échéant, décider d'un transfert de la parturiente trop tardivement? Voilà des questions qu'il faut se poser. Par ailleurs, les maisons de naissance subtiliseront un certain nombre d'actes entrant dans le cadre de la T2A des services auxquels elles seront adossées. Comment croire que cela n'aura aucune incidence sur l'équilibre financier de ces derniers? Vous le savez bien, les dépenses de structure et d'équipement seront les mêmes.
Les services de gynéco-obstétrique doivent également organiser une permanence des soins par du personnel médical et paramédical. La proposition de loi prévoit que l'activité de la maison de naissance est comptabilisée avec celle de la maternité. Est-ce pour éviter un effet de seuil qui entraînerait une fermeture éventuelle, ou cela aura-t-il une incidence sur la tarification? Je crois que pour l'instant, nous ne répondons pas à ces questions. Enfin, prenons garde de ne pas mettre le doigt dans un engrenage en quelque sorte idéologique. Il faut le dire, on le sait, certaines communautés refusent que les femmes soient examinées par des médecins de sexe masculin. Ça existe. Il faudra donc être vigilant sur les associations qui porteront un tel projet et s'assurer que les femmes sont bien volontaires. Pour conclure, je dirais que ce débat révèle des positions assez paradoxales. Certains réclament des services de proximité, mais dans le fond ne sont pas prêts à accepter le risque inhérent au manque de spécialisation ou d'équipement. D'autres ferment des maternités de proximité sous prétexte qu'elles étaient dangereuses et dans le même temps proposent de démédicaliser l'accouchement pour répondre aux femmes qui souhaitent se réapproprier ce moment. Hier, j'ai soutenu, et je l'assume, la fermeture des petites maternités. Aujourd'hui, je m'abstiendrai sur ce texte, comme un certain nombre de mes collègues. Si, comme le texte l'indique, les maisons de naissance doivent se trouver quasiment à l'intérieur des maternités, car selon le dictionnaire, attenante veut dire contigu, accolé, pourquoi ne pas encourager plutôt des espaces physiologiques, comme ça vient d'être évoqué, ou salles nature au sein de celles-ci, avec des sages-femmes dédiées. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Aline Archimbaud, du groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, chers collègues, la médicalisation des accouchements s'est renforcée au rythme des avancées de la recherche et le monitoring, la perfusion, la péridurale ou encore les injections d'ocytocine sont devenues la norme. Cette médicalisation croissante est l'un des vecteurs de la recherche permanente d'une sécurité périnatale la plus élevée possible qui, bien sûr, doit être constante et prioritaire pour la mère comme pour l'enfant. Cependant, certains protocoles, y compris dans les maternités de type 1 s'adressant à des patientes à bas risque, paraissent trop médicalisés pour certaines femmes souhaitant accoucher de manière plus physiologique, plus naturelle. Ces femmes sont par exemple soucieuses d'éviter le monitoring et la perfusion qui entravent leur liberté de mouvement, d'éviter la médicamentation qui entraîne des effets secondaires parfois lourds, et enfin d'éviter l'environnement hospitalier, l'arsenal technologique qui peuvent être stressants et en conséquence augmenter aussi les douleurs ressenties. Mais l'objectif n'est pas ici de débattre du niveau de médicalisation optimale d'un accouchement. L'idée est plutôt d'entendre la forte demande des femmes d'avoir une liberté de choix sans juger leurs décisions. Liberté de choix de recourir à la médicalisation pour celles que cela rassure, liberté de choix de ne pas accoucher dans un milieu hyper médicalisé pour celles que cela dérange. Ce choix doit, par ailleurs, bien sûr, pouvoir se faire de la manière la plus éclairée possible sur les avantages et les inconvénients de chaque option et en fonction du degré de risque de la grossesse en question. Et dans tous les cas, il doit être très encadré sur le plan de la sécurité. Cette question a été longuement soulignée et à juste titre lors des réunions de la Commission des affaires sociales. Par exemple, en ayant l'exigence non négociable que le temps de passage de la maison de naissance à une structure hospitalière soit équivalent au temps de déplacement habituel d'une chambre d'hospitalisation à la salle de naissance dans une même maternité. Alors, chers collègues, nous pourrions débattre à l'infini des modalités et du financement de cette expérimentation qui, effectivement, mériterait d'être affinée,
même si la rapporteure, Muguette Dini, a déjà mené un large travail de concertation et il faut l'en remercier. La question de l'égalité géographique et sociale d'accès à ce type de dispositif reste en effet parfois posée. Aussi, je plaide et je plaiderai pour qu'au maximum, lorsque l'expérimentation sera menée, elle évite les dépassements d'honoraires. Dans les cas où, comme actuellement, à l'hôpital de Pontoise, les sages-femmes seront salariées par l'hôpital, le problème ne se posera pas. Dans les autres cas, lorsque les sages-femmes exerceront en libéral, nous savons que la tarification en vigueur à l'heure actuelle n'est pas adaptée et engendrera des dépassements d'honoraires, reste à charge important et donc inégalité d'accès au dispositif en fonction de ses revenus. Cependant, il me semble que l'assurance maladie devrait pouvoir reconfigurer sa tarification dans le cas précis des accouchements en maison de naissance, et ce, sans que cela ne creuse pour autant son déficit. Car, on le sait, mais ce n'est pas assez souvent souligné, un accouchement en maison de naissance, en évitant la médicalisation, permet une économie relativement substantielle à la sécurité sociale. On estime par exemple que l'accouchement coûte 750 € en moyenne en maison de naissance, contre 2 900 € en unité obstétrique. En définitive, nous sommes favorables à cette expérimentation parce que nous en partageons l'état d'esprit général et parce que nous sommes convaincus aussi que c'est en encourageant des espaces expérimentaux alternatifs, très encadrés sur le plan de la sécurité, mais expérimentaux, que l'on peut avancer dans certains domaines. Et parce que l'expérimentation permettra de tester pendant 5 ans, de mettre à l'épreuve le dispositif des maisons de naissance, d'évaluer précisément les coûts et les économies induits, de mesurer les bienfaits et peut-être aussi les imperfections, et donc de travailler à leur résolution avant d'envisager toute généralisation. Je vous remercie. Merci, Madame Archambault. La parole est à René-Paul Savary de l'UMP. Madame la Présidente, Madame le Ministre, Madame le rapporteur, excusez-moi. Vivre la naissance d'un enfant est notre chance la plus accessible de saisir le sens du mot miracle, selon l'écrivain Paul Carvel. Ce miracle, de très nombreuses femmes le connaissent chaque année dans notre pays. La France est en effet le pays ayant le second taux de natalité le plus élevé d'Europe, derrière l'Irlande, faut-il le rappeler, 2,01 enfants par femme en moyenne contre 1,06 pour la moyenne européenne. Pour autant, nous ne pouvons pleinement nous réjouir de cette forte natalité, puisque la mortalité infantile, et ça a été rappelé, comme la mortalité maternelle, est malheureusement une réalité sur notre territoire. Certes, la mortalité infantile stagne depuis 2005, avec un taux de mortalité d'environ 3,8 pour 1000, mais cette stagnation ne saurait cacher une forte régression, puisque la France est passée du 7e rang européen en 1999 au 20e sur 30 pays en 2009. Il existe d'ailleurs de fortes disparités démographiques à l'intérieur même de notre pays, Madame la Ministre l'a rappelé. Le rapport de la Cour des comptes de février 2012, d'ailleurs, indique qu'en lissant les données sur 5 ans, les écarts métropolitains vont de 1 à 3, 5,5 en Ariège contre 1,9 dans les Hautes-Alpes, pour un nombre équivalent de naissances. Cependant, ces écarts restent inexpliqués, ne faisant pas davantage l'objet d'analyses approfondies, alors même que de mauvais résultats peuvent résulter de causes différentes. Il conviendrait donc d'analyser les causes de la mortalité infantile conformément aux recommandations des magistrats de la rue Cambon. Quant à la mortalité maternelle, ce même rapport de la Cour des comptes est assez consternant
sur la période 2000-2006, 46% des décès maternels ont été considérés comme évitables. Il a considéré, ce rapport, que la problématique de la sécurité pendant l'accouchement n'était pas réglée partout ni de façon identique. Ceci dit, ce n'est pas pour autant que cette proposition de maison de naissance doit être écartée. Et j'en viens maintenant plus précisément à ce sujet. Le gouvernement précédent avait souhaité expérimenter ces maisons de naissance afin de répondre à la volonté de certaines femmes d'avoir un accouchement moins médicalisé, comme cela se pratique dans différents pays. Après tout, la grossesse est un état physiologique et non pathologique, mais il peut le devenir. Le Sénat avait rejeté cette expérimentation proposée dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. En effet, un certain nombre de sénateurs se sont opposés à cette disposition en raison de l'absence de garantie de nature à préserver un haut niveau de sécurité des soins prodigués aux patientes. La proposition de loi de notre collègue Muguette Dini, que nous examinons aujourd'hui, reprend l'essentiel du texte débattu à l'époque. Il s'agit toujours d'une expérimentation. Les maisons de naissance fonctionneront pour une durée de 5 ans maximum. Et à l'issue de cette expérimentation, il sera possible, si les résultats ne sont pas concluants, bien sûr, de mettre fin à leur existence. Moins de 10 structures seront ouvertes sur l'ensemble de notre territoire. Le point le plus important est que ces maisons seront attenantes à une structure comportant un service de gynécologie obstétrique et seront obligatoirement liées à elle par une convention. L'exigence de sécurité est donc remplie, ne reproduisant pas certaines situations européennes ou étrangères. En Hollande, par exemple, la maison de naissance peut se trouver jusqu'à 20 minutes d'une maternité. Dans d'autres pays, la maison de naissance doit se trouver obligatoirement dans l'enceinte de l'hôpital. Avec cette condition géographique fondamentale, le caractère sanitaire de la mesure est renforcé, tout comme le choix de la femme. Elle peut librement aller à la maternité ou à la maison de naissance, puisqu'étant attenante à une maternité, et une équipe médicale peut intervenir rapidement en cas de problème durant l'accouchement. Je souhaite par ailleurs à ce sujet attirer l'attention sur 2 points qui ont d'ailleurs été évoqués en commission, mais également évoqués ici. À l'échelle départementale, si une maternité ferme ses portes, c'est vrai que c'est difficile d'envisager parallèlement l'ouverture d'une maison de naissance, en tout cas de l'expliquer à la population. Et d'autre part, on peut se poser des questions sur la manière dont la responsabilité des professionnels de santé peut être déclinée, mais là aussi une convention est adaptée et cette proposition de loi semble y répondre. Donc expérimentation et proximité sont donc prévues par le texte présenté, ces dispositions s'accompagnant aussi de la nécessité de respecter un strict cahier des charges défini par la haute autorité de santé, puisqu'il y aura l'établissement d'une liste. Cependant, l'inscription sur la liste ne signifie pas pour autant que la maison de naissance peut fonctionner au maximum ces 5 années, puisque des dispositions sont aussi prévues par la proposition de loi autorisant le directeur d'une agence régionale de santé à suspendre l'expérimentation d'une maison de naissance en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu'il n'a pas été remédié au manquement ayant motivé la suspension. Madame la ministre, vous aviez dit en 2010 que votre groupe pouvait accepter les maisons de naissance en avançant 2 conditions. D'une part, que l'activité de ces maisons soit comptabilisée au titre de la maternité, ce que prévoit le texte, évitant ainsi les fermetures de maternités de proximité. Et d'autre part, que l'adossement des maisons de naissance aux maternités soit impératif pour éviter de faire une distinction a priori entre grossesses à risque, celles qui ne le sont pas, une équipe médicale pouvant intervenir en urgence si besoin est. La proposition de loi précise d'ailleurs que les sages-femmes réalisent l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, ce qui est particulièrement intéressant. Madame la ministre, donc vos suggestions de l'époque sont bien prises en compte, semble-t-il. Par ailleurs,
Notons qu'en France, je vous prie de bien vouloir m'excuser mon état de santé qui va commencer à me préoccuper. Notons qu'en France, 9 enfants sur 10 viennent au monde sous assistance médicale et 30% d'entre eux naissent par césarienne. De plus en plus de nouveau-nés ont besoin de soins médicaux à la naissance et en fait, moins de 10% des naissances sont concernées par cette expérimentation. En Allemagne, les sages-femmes des maisons de naissance pratiquent, en plus des accouchements à domicile, la prévention et les examens de suivi. Elles n'utilisent des appareillages médicaux que si cela s'avère véritablement nécessaire. Pour l'accouchement, les sages-femmes souhaitent garder une atmosphère détendue, sereine. Auparavant, elles auront appris aux femmes enceintes à développer leur perception d'elles-mêmes et à ressentir ce qui se passe dans leur ventre. L'obstétrique française mise avant tout sur la technicité et la sécurité. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas vraiment le choix. Elles accouchent dans un département d'obstétrique. Dans un reportage diffusé sur Arte tout récemment, le 19 février 2013, intitulé « Grossesse high-tech ou accouchement naturel, quel choix ?», le professeur Cabrol s'exprimait pour dire qu'il était tout à fait capital de faire attention à la prise en charge humaine et psychologique des patientes pour essayer de ne pas médicaliser outre mesure la surveillance de la grossesse et de l'accouchement. Mais en même temps, il faut être capable d'assurer la sécurité. Attention à ne pas sombrer du côté de l'environnement au détriment de la sécurité. J'ajoute qu'en effet, du fait de la proximité entre la maison de naissance et la maternité, on ne privilégie pas, me semble-t-il, l'environnement au détriment de la sécurité dans cette PPL. On le constate d'ailleurs dans ce reportage, puisqu'une maman a commencé son travail en accouchant dans l'eau, d'ailleurs, et a dû recourir à une césarienne suite à un problème. Et le transfert s'est effectué en quelques secondes. Tout s'est bien passé. Pour accoucher dans une maison de naissance, la maman doit avoir une grossesse sans risque, non primipare. Le bébé doit également être bien portant. L'objectif est donc de détecter les risques de plus en plus tôt et la recherche avance bien de ce côté-là. Accoucher n'est pas une mince affaire. De moins en moins de femmes osent affronter cette performance physique sans assistance médicale. Aujourd'hui, 20% des accouchements sont déclenchés artificiellement, ce qui est stressant pour l'enfant et parfois plus douloureux. En effet, de plus en plus de femmes demandent une péridurale en cours de travail. Le processus naturel ou physiologique de l'accouchement ne semble plus avoir sa place dans notre monde moderne, car beaucoup de femmes ne voient plus l'intérêt de s'imposer ces souffrances, ce que l'on peut légitimement comprendre. Pour le professeur Cabrol, il y a un phénomène relativement nouveau qui est une demande des femmes qui redoutent l'accouchement par les voies naturelles, et c'est parfois très difficile de les convaincre que l'accouchement par les voies naturelles, a priori, est beaucoup mieux pour elles en termes de mortalité ou de morbidité que la césarienne. Lors d'un accouchement naturel et serein, le corps libère de grandes quantités d'ocytocine et cette hormone favoriserait l'attachement de la maman au bébé. C'est une barrière contre la dépression postpartum et un atout pour commencer les premiers pas de la vie dans de bonnes conditions. Lors d'une césarienne, ce processus ne serait pas aussi systématique. Quant au docteur Michel Audent, lui, il précise qu'il n'est pas utopique qu'au XXIe siècle, on puisse redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche et donc de réduire le besoin d'assistance médicale. Donc cette expérimentation va tout à fait, semble-t-il, dans l'air du temps. Voyez-vous, cette proposition de loi a l'avantage de nous rappeler que l'accouchement est avant tout un acte naturel, nécessitant un accueil professionnalisé pour qu'il se réalise dans des conditions sereines. Et s'il devient pathologique, cet acte naturel doit être rapidement médicalisé. C'est bien ce que propose cette PPL, c'est pour ça que notre groupe la soutiendra. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Catherine Génisson, du groupe socialiste.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, nous sommes réunis pour débattre de l'expérimentation des maisons de naissance, proposition de loi déposée par notre collègue Muguette Dini, dont je veux saluer la force de conviction ainsi que la qualité de son rapport très documenté. Faire en sorte que les femmes qui le souhaitent puissent bénéficier d'un suivi de grossesse et de conditions d'accouchement raisonnablement médicalisées quand la grossesse se déroule normalement et que l'accouchement est physiologique, c'est-à-dire sans complications, semble légitime. Je ne rappelle pas le contexte national, international dans lequel se situent ces propositions, ni les péripéties de leur parcours, autant Madame la Ministre que Madame le rapporteur, vous l'avez fait. Je veux néanmoins souligner que ces propositions se font dans un contexte où le réseau des maternités s'est profondément transformé, en particulier depuis 1998, depuis leur classement en 3 catégories et leur profonde restructuration, quand pendant ces dernières 40 années, 61% d'entre elles ont été supprimées et quand celles qui ont été restructurées voient globalement leur volume d'accueil augmenter. Rien n'est plus naturel que de pouvoir bénéficier d'un suivi personnalisé pendant la grossesse, de vivre son accouchement dans un environnement chaleureux quand celui-ci est physiologique. La grossesse, l'accouchement ne sont pas des maladies. L'organisation de la maison de naissance doit relever de la responsabilité des sages-femmes et des maïeuticiens, qui ont compétence pour pratiquer des actes médicaux. Soulignons que le Collège des gynécologues obstétriciens soutient ce projet. Je me permettrai néanmoins quelques commentaires assortis de la nécessité de respecter un certain nombre d'obligations. Il est légitime de ne pas surmédicaliser la prise en charge d'une grossesse, d'un accouchement, mais reconnaissons pourtant que les progrès médicaux ont été déterminants pour le suivi de grossesses pathologiques et pour la baisse très significative des taux de mortalité, même si on ne peut pas se satisfaire qu'ils soient ce qu'ils sont, avec d'ailleurs le sujet des départements d'outre-mer et en particulier de la Guyane. Aussi, posons-nous la question du bon niveau, du niveau juste de la place de la technique dans la médicalisation, quand cette dernière doit toujours prendre en compte l'importance de la qualité de la relation humaine. Et ce constat valant pour tous les sujets de la maternité, mais aussi pour toute prise en charge médicale. Aussi, soyons conscients d'une possible surmédicalisation, mais soyons fiers aussi de nos progrès médicaux. Le deuxième sujet que je souhaite évoquer est la volonté que, quel que soit le périmètre de l'expérimentation, de ne pas discriminer l'accueil des femmes dans ces maisons de naissance. Vous l'avez d'ailleurs souligné, Madame la Ministre. L'égalité d'accueil dans le secteur public comme dans le secteur privé doit être totalement respectée. Et je veux aussi souligner que le débat que nous initions aujourd'hui intervient dans un contexte où nos concitoyens s'inquiètent de la réduction de l'offre de proximité en matière de maternité. Loin de moi l'idée de ne pas défendre l'exigence de sécurité, je serais mal placée pour le faire, quand par ailleurs, expérimentation de maisons de naissance et fermeture de maternité sont des sujets qui ne se superposent pas, vous l'avez largement rappelé, Madame la rapporteure. Mais nous devons avoir une explication claire vis-à-vis de nos concitoyens et merci, Madame la Ministre, de l'avoir fait. Vous avez largement explicité, Madame la rapporteure, que les maisons de naissance sont attenantes à des maternités assurant les conditions de sécurité. En aucun cas, elles ne pourraient se substituer à la fermeture de maternité. Pour autant, l'aménagement de notre territoire en matière d'offre de soins reste un sujet prégnant. Et il est important d'affirmer avec force, et vous l'avez fait, Madame la Ministre, que la fermeture de maternité ne correspond qu'à l'exigence de conditions de sécurité satisfaisantes pour l'accouchement, et que ces lieux de soins doivent être fermés avec parcimonie, vous nous l'avez indiqué, mais que dès lors qu'il n'y a plus d'accouchement, ces lieux de soins doivent pouvoir être maintenus pour le suivi des femmes, tant en prénatal qu'en postnatal, et ce suivi doit pouvoir être assuré par les professionnels de santé issus des maternités en activité. Ce sujet est très sensible et, à ce titre, il serait plus que maladroit
de permettre l'implantation de maisons de naissance sur des territoires dans lesquels ferment des maternités. Et nous aurons ce débat d'ailleurs dans la discussion des amendements. Enfin, dans les registres des commentaires, il me semble important de préciser les conditions d'examen du nouveau-né au moment de sa sortie de la maison de naissance. J'en viens maintenant aux obligations que devra respecter l'expérimentation des maisons de naissance. Vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, les autorisations d'expérimentation relèvent de la décision du gouvernement, avec avis de la Haute Autorité de Santé, qui en déterminera le cahier des charges. Ces autorisations d'expérimentation peuvent être immédiatement interrompues si nécessaire. Cette exigence qualitative est fondamentale, de même que le respect de la sécurité de prise en charge des femmes concernées est incontournable. Le sujet a d'ailleurs largement alimenté nos débats en commission et la proposition à laquelle nous sommes parvenus me semble satisfaisante. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter lors de l'examen des amendements. La deuxième obligation à laquelle nous devons souscrire est de ne pas obérer le fonctionnement de nos hôpitaux. Nous ne devons pas pénaliser leur budget dans le contexte très contraint que nous connaissons tous. Sur ce sujet, l'expérimentation peut être instructive. Elle doit acter d'abord la sanctuarisation de la prise en charge à 100% de la grossesse, de l'accouchement, des soins de suite de couche. C'est très largement d'ailleurs souligné dans le rapport. Et puis, je le répète, elle doit permettre de définir les procédures qui ne pénalisent pas les budgets de nos hôpitaux. À ce titre, notre groupe politique souhaite que les MIGAC, qui peuvent être sollicités pour la réalisation de ces projets, restent dans le service public. Enfin, l'expérimentation devra travailler sur les modalités de financement qui doivent permettre de reconnaître l'intervention libérale des sages-femmes et des maïeuticiens qui animeront ces maisons de naissance quand elles en revendiquent l'autonomie de fonctionnement. En conclusion, au risque de me répéter, cette proposition de loi est intéressante dès lors que l'on traite du sujet de l'aménagement égalitaire du territoire en matière d'offres de maternité, que le service public est respecté, que le sujet de la sécurité de prise en charge est au cœur de nos préoccupations. Et en conclusion, notre groupe politique permettra que cette expérimentation puisse se dérouler quand certains d'entre nous, et vous-même, Madame la Ministre, vous nous avez indiqué que si ces maisons de naissance peuvent voir le jour, aujourd'hui, on peut mettre en place des salles de naissance physiologique au sein même de nos services de maternité. Donc, nous allons attendre l'expérimentation. Merci. Merci, Madame Génisson. La parole est à Laurence Cohen, du groupe CRC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi présentée par notre collègue Muguette Dini et qui reprend les dispositions censurées en 2010 par le Conseil constitutionnel pour des questions de forme, j'en conviens, pose de nombreuses questions. Elle soulève plus d'interrogations qu'elle n'apporte de réponses concrètes, sans doute en raison du renvoi au pouvoir réglementaire pour tout ce qui relève de l'application concrète de cette expérimentation. Le champ d'intervention du décret en Conseil d'État qui est prévu est tellement vaste que cela revient presque à légiférer, certes de manière temporaire, mais pour 5 ans tout de même, par voie d'ordonnance. Le dessaisissement des législateurs naturels que sont les parlementaires est, et cela est notre première critique, assez important. Une réserve qui, nous tenons à le dire, ne relève pas d'une opposition de notre part à l'accouchement physiologique. Que des femmes, fussent-elles minoritaires, veuillent pouvoir bénéficier d'une prise en charge globale par une même sage-femme, ainsi que d'un accouchement réalisé par elle et de manière plus naturelle, est une réalité. Mais la question pour laquelle nous devrions légiférer n'est-elle pas plutôt comment créer les conditions pour permettre à toutes les femmes qui accouchent d'avoir le choix, avec leur compagnon ou leur compagne, du mode d'accouchement? Or, on en est loin. D'autant plus loin que la loi HPST a entraîné de nombreuses fermetures de maternités de proximité, n'épargnant pratiquement aucun territoire.
Est-il opportun, dans ce contexte précis, d'expérimenter des maisons de naissance alors qu'il faudrait stopper l'hémorragie des fermetures de maternités? Et je suis heureuse d'avoir entendu Madame la Ministre aller plutôt dans ce sens, et leur donner des moyens financiers et humains pour fonctionner en toute sécurité. Cette PPL vise également à reconnaître davantage la profession de sage-femme. Nous y sommes sensibles et nous avons contribué à leur reconnaissance en votant en faveur de la faculté qui leur est désormais offerte de prescrire aux femmes des pilules contraceptives. Nous n'ignorons d'ailleurs pas, comme le rappelle dans son rapport notre collègue Muguette Dini, que 80% des accouchements par voie basse sont réalisés à l'hôpital public par des sages-femmes. Cela atteste de leurs compétences. Ce n'est donc pas sur cette question que se fondent nos réserves. Nous serions d'ailleurs tout disposés à accepter le principe d'une activité des sages-femmes de manière autonome, c'est-à-dire sans être placées sous la direction ou l'encadrement d'un médecin, si d'autres questions ne se posaient pas. Afin de démontrer la pertinence d'une prise en charge par les sages-femmes, vous vous faites l'écho, Madame Dini, d'un rapport de la Cour des comptes concluant, je cite, « à des bénéfices importants pour ce qui concerne la réduction du nombre de péridurales, d'extraction instrumentale, d'hospitalisation des nouveau-nés et également en termes de mise en place de l'allaitement. Comprenez l'allaitement au sein, comme il est précisé un peu plus loin. Je ne suis pas certaine qu'il soit pertinent, pour justifier le recours aux maisons de naissance, de s'appuyer sur l'argumentation du nombre de femmes optant pour l'allaitement maternel. Ce sujet qui nourrit des débats souvent houleux relève et doit continuer à relever, sauf contre-indication médicale, d'un choix personnel. Nous sommes encore plus sceptiques, pour ne pas dire opposés, aux dispositions contenues dans cette proposition de loi et évoquées dans le rapport concernant la nature juridique des maisons de naissance, leur financement et les tarifs qui y seront pratiqués. Sur ce sujet, les interrogations sont d'autant plus grandes que le rapport ne précise à aucun moment la nature juridique des maisons de naissance qui existent certes dans d'autres pays, mais ça nous aurait permis d'ailleurs d'avoir un éclairage nécessaire. À titre d'exemple, la rapporteure fait référence au cas où la maison de naissance serait intégrée à un établissement de santé sans pour autant définir avec plus de précision la nature juridique de ces maisons. Il pourrait donc s'agir, notamment dans les établissements de santé privés, d'une société d'exercice libéral de la profession des sages-femmes, puisque les SEL sont ouvertes à toutes les professions médicales et que la profession de sage-femme est une profession médicale. Or, nous avons eu, avec la biologie médicale, un débat très nourri sur la manière dont les financiers pouvaient s'approprier le capital social des SEL de biologie médicale. Et alors que nous avons tenté de réduire la financiarisation de ce secteur, comment pourrions-nous prendre le risque aujourd'hui de financer avec des fonds publics des SEL qui pourraient demain faire l'objet de la même spéculation que la biologie médicale? À l'inverse, les sages-femmes pourraient, dans les hôpitaux publics, intervenir à titre libéral. Or, je me souviens qu'à l'occasion de l'examen du PLFSS pour 2012, plusieurs de nos collègues, au-delà de notre groupe, le groupe CRC, avaient voté en faveur de notre amendement tendant précisément à limiter considérablement le secteur privé à l'hôpital. La multiplication de l'exercice libéral dans le service public constitue le cheval de Troie de la privatisation hospitalière, ce que nous ne partageons pas. Enfin, alors que l'hôpital public connaît une crise de financement particulièrement importante, ça a été souligné, qui pourrait conduire, selon la Fédération hospitalière française, à la suppression de quelques 35 000 postes, cette proposition de loi propose ni plus ni moins de mobiliser des fonds publics pour les structures à la forme juridique non définie, qui pourraient être commerciales, voire même pratiquer des dépassements d'honoraires, comme je l'ai déjà souligné. Il n'aura en effet échappé à personne que la présente proposition de loi prévoit de financer les maisons de naissance via les dotations dites MIG, c'est-à-dire celles destinées aux missions d'intérêt général. Or, ces crédits sont destinés à financer les missions d'intérêt général non ou insuffisamment financées par la T2A. Au final, ces dotations représentent plus de 20% du budget total des hôpitaux publics. Pour notre part, nous refusons, comme nous l'avons toujours fait, que des financements publics aussi importants puissent bénéficier à des structures qui ne sont ni des établissements publics, ni des structures ne poursuivant pas d'intérêt collectif. Notre position est claire, sans minorer les aspirations légitimes de certaines femmes à bénéficier d'un accouchement moins médicalisé, sans écarter les revendications que l'on peut comprendre des sages-femmes de voir leur métier reconnu, revalorisé, y compris financièrement, nous considérons que cette proposition de loi ne répond pas aux urgences et aux besoins de toutes et tous.
Je l'ai dit, pendant que des maternités de proximité ferment, au prétexte qu'elles ne réaliseraient pas suffisamment d'accouchements, cette PPL prévoit donc d'ouvrir des structures nouvelles aux contours incertains. Je ne pense pas que les couples et les femmes enceintes de Vire ou de Marie-Galante en Guadeloupe, qui voient leur maternité fermée, se réjouissent en apprenant que la dotation nationale destinée à financer les missions d'intérêt général soit utilisée pour apporter des réponses à des besoins qui concernent une extrême minorité de femmes. C'est pourquoi nous proposons pour notre part que le service public hospitalier, que le gouvernement dit vouloir renforcer, puisse non pas accueillir, mais intégrer des services où les femmes pourraient bénéficier d'une prise en charge, comme le prévoit cette proposition de loi. Tout ceci nous a conduit à faire 6 amendements qui vont donc dans le sens des propos que j'ai tenus. De l'adoption de ces derniers dépendra le vote de notre groupe, même si je dois préciser qu'en l'état, nous ne sommes pas favorables à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame Cohen. La parole est à Jean-Marie Van Lerenberg de l'UDI-UC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, notre groupe soutient dans son principe et dans ses modalités la proposition de loi de notre collègue Muguette Dini, dont je salue d'emblée la constance de son engagement et l'excellence du travail. Le texte que nous examinons aujourd'hui propose d'expérimenter la création de maisons de naissance attenantes à des maternités. Il s'agit donc d'une simple expérimentation, donc pas de graver quoi que ce soit dans le marbre, bien au contraire, par nature, une expérimentation est temporaire et se juge à son bilan. En l'occurrence, le gouvernement pourra autoriser la création de maisons de naissance et les autorisations délivrées auront une durée maximale de 5 ans. Le texte prévoit que l'évaluation de l'expérimentation intervienne 1 an avant le terme de la dernière autorisation attribuée. Le texte est donc très explicite. Parce qu'il s'agit d'une simple expérimentation, son champ sera extrêmement limité. Il est très important de le rappeler, le présent texte ne devrait aboutir à expérimenter au maximum qu'une dizaine seulement de ces nouvelles structures. Une expérimentation donc au champ limité, mais une expérimentation utile. Elle répond à une préoccupation bien réelle d'un certain nombre de parturientes d'accoucher dans des conditions moins médicalisées. Elle serait entre 3 et 5% de femmes enceintes chaque année sur 800 000 à formuler le souhait d'un accouchement dit physiologique, c'est-à-dire d'un accompagnement de leur grossesse dans de bonnes conditions sanitaires, mais qui ne soit pas invasive. Préoccupation d'autant plus légitime qu'elle va dans le sens de l'intérêt de la collectivité. Disons-le clairement, d'un point de vue strictement financier et matériel, le développement des maisons de naissance est une pratique efficiente. En effet, un accouchement par voie basse sans complications est facturé environ 2 000 € à l'hôpital et son coût en maison de naissance a été estimé à 600 ou 700 €, selon. La maison de naissance permettra une meilleure répartition de la prise en charge de l'accouchement et d'alléger le travail de l'équipe dédiée au plateau technique. Lors de l'examen du texte en commission, 2 objections ont été formulées. La première, je la mentionne pour l'écarter rapidement, le texte ne répondrait pas à la problématique de la fermeture des petites maternités et l'aggraverait même, je viens de l'entendre. Il n'y a aucun lien entre ce texte et la fermeture des petites maternités. Traiter de cette question n'est pas son objet. Les maisons de naissance seront toutes attenantes à une maternité. Elles ne pourront donc être ouvertes là où il n'y a plus ou pas de maternité. Et selon l'amendement d'ailleurs de notre collègue Gérard Barbier, là où il y a un risque de fermeture, il n'y aura pas création de maisons de naissance. Elles élargiront, ces maisons de naissance, l'offre de la maternité en proposant tout simplement une solution alternative d'accouchement. Pour éviter tout risque de concurrence entre une maison de naissance et une petite maternité, le texte prévoit d'ailleurs explicitement
que l'activité de cette maison de naissance sera comptabilisée avec celle de la maternité à laquelle elle est attenante. La seconde objection formulée à l'encontre du texte concerne la sécurité. Il s'agit évidemment de la préoccupation centrale, mais elle est très sérieusement prise en compte par la proposition de loi de Muguette-Dini. La proposition pose en effet deux garanties fondamentales. La maison de naissance sera attenante, c'est-à-dire contiguë à cette maternité. En cas de problème, les parturientes auront donc un accès immédiat au plateau technique. La maison de naissance devra conclure une convention avec cette maternité qui organisera les conditions de transfert des parturientes en cas de complications. Il a été évoqué aussi en commission que la maison de naissance exerce son activité sous la responsabilité de la maternité. Les maisons de naissance ne seraient alors que de simples services de la maternité. Le présent texte, évidemment, serait alors inutile à tout point de vue, juridiquement ne servirait à rien et les maisons de naissance ne jouiraient plus de l'autonomie qui font leur spécificité. Il reviendra donc à la Convention d'assurer la parfaite sécurité du dispositif médical. De plus, le texte pose des garde-fous en amont et en aval du dispositif, puisque la liste des maisons de naissance autorisées sera arrêtée par le gouvernement en fonction d'un cahier des charges établi par la HAS. L'autorisation du fonctionnement pourra être suspendue à tout moment par l'ARS. J'ajoute que, par certains aspects, la maison de naissance peut même être jugée plus sûre que la prise en charge traditionnelle, étant donné que, comme l'observe le rapport préparatoire au plan périnatalité de 2005-2007, la surmédicalisation des grossesses peut être iatrogène. On le sait, la mortalité infantile et maternelle n'est pas fonction de tel ou tel modèle de prise en charge. La sécurité réside surtout sur la personnalisation du suivi. La technique ne pourra jamais se substituer à l'humain. Je terminerai donc en rappelant qu'il ne s'agit pas, avec cette proposition, de faire un saut dans l'inconnu. Les maisons de naissance, on l'a rappelé tout à l'heure, ne constituent pas une nouveauté. Elles sont mises en place et sont même parfois la norme dans de nombreux pays occidentaux. Elles y fonctionnent parfaitement. En France, plusieurs projets pilotes, et Madame la rapporteure les a nommés, sont en place. Donc le présent texte leur assurera une pérennité, parce que les accouchements ne peuvent être gérés comme des situations pathologiques et que l'accouchement, il faut-il le rappeler, marque le début naturel de la vie. Nous souhaitons, avec notre groupe et notre rapporteur, encourager ces expérimentations. Merci. Merci, chers collègues. Dernière intervenante dans la discussion générale, Dominique Gillot, du groupe socialiste. Bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, chers collègues, la sécurité périnatale est bien notre préoccupation partagée. Elle est l'objectif de santé publique dont vous êtes garante, Madame la Ministre. Notre système de santé doit permettre que les naissances suivies sur notre territoire puissent s'effectuer dans la plus grande sécurité pour la mère et pour l'enfant. C'est justement, il faut le rappeler, l'objectif de la mise en œuvre du plan périnatalité qui a conduit à la réorganisation des lieux de naissance en 1998. 3 niveaux de maternité ont été définis, aptes à prendre en charge les accouchements en fonction du plateau technique pédiatrique disponible dans l'établissement, suivant l'évaluation de la complexité identifiée de la grossesse ou des risques encourus par la future mère et son bébé. La confiance et l'exigence des usagers dans ce système, qui a permis la réduction de la mortalité périnatale, comme indiqué dans les précédentes interventions, expliquent d'ailleurs l'émotion et l'incompréhension qui accompagnent les rares mais encore trop nombreux accidents de naissance, parfois inexplicables, qui laissent les familles en pleine douleur et les équipes médicales en désarroi. Malgré tout, comme le perçoit bien René Friedman, même les maternités de type 1, qui prennent en charge les femmes enceintes dites à bas risque ne signifiant pas cependant absence de risque,
Cette prise en charge paraît encore trop médicalisée pour des parturientes, des couples qui veulent accueillir leur nouveau-né dans des conditions proches de l'accouchement à la maison, avec, et ce, le plus naturellement possible, voulant vivre ce basculement psychologique en pleine conscience et en toute intimité. C'est ce que propose le concept maison de naissance, dont la PPL de Madame Dini qui nous réunit ce soir vise à garantir une expérimentation autorisée, bornée dans le temps, prévoyant une évaluation normée avant légalisation pour permettre d'offrir sur tout le territoire aux femmes qui le souhaitent une alternative, un choix sécurisé du suivi de leur grossesse, de leur accouchement et de leur postpartum, dans un cadre physiologique et non médicalisé, a priori surmédicalisé, disent certaines. Cette autorisation d'expérimentation reconnaît également la capacité et donc la responsabilité des sages-femmes dans l'accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse. Les avis continuent de diverger, nous l'avons entendu à cette tribune, et le projet connaît cependant des ralliements. Le plus emblématique, dernier en date, celui du Collège national des obstétriciens qui ne s'oppose plus, sans oublier le rappel des préconisations de l'Académie de médecine, développement d'espaces physiologiques inclus dans les services de gynécologie obstétrique, présence de sages-femmes qui se consacrent à cet espace physiologique, accès de sages-femmes libérales au plateau technique des cliniques privées, renforcement des effectifs de sages-femmes hospitalières et organisation d'une rotation des sages-femmes entre la maison de naissance et la maternité. Les sages-femmes, qui jouent un rôle clé dans les prises en charge périnatales, revendiquent légitimement la reconnaissance et la juste tarification de leur profession médicale à part entière. Des responsables de maternité, à l'écoute des femmes, organisent des espaces physiologiques dans leur établissement et cautionnent la création d'équipes où les sages-femmes peuvent consacrer leur temps professionnel à l'accueil physiologique des patientes sans être astreintes aux aléas des urgences pathologiques des équipes d'obstétrique, tout en garantissant l'accès immédiat aux plateaux techniques voisins en cas d'urgence, par définition imprévisible. C'est le suivi et le soutien de cette expérience de maison hospitalière, citée par Madame Dini dans sa présentation, qui m'ont conduite à prendre la parole dans ce débat. En fonction à la maternité du centre hospitalier René Dubos à Cergy-Pontoise depuis 7 ans, à l'initiative du docteur Muret, grâce au dialogue confiant avec un binôme de sages-femmes dédié au suivi physiologique, totalement reconnu dans l'équipe médicale, cet accueil particulièrement bien identifié par les Valdoisiennes est particulièrement identifié par les Valdoisiennes aspirant à un accouchement plus naturel. Le service de la maison de naissance pontoisienne plaide pour une reconnaissance institutionnelle de sa fonction au cœur de l'hôpital, en lien avec un réseau de sages-femmes libérales en ville. Cette organisation à Cergy-Pontoise ne tient que par la décision conjointe du directeur de l'établissement et du chef de service, mais reste juridiquement et économiquement précaire en l'absence de reconnaissance légale institutionnelle. Cette organisation sereine, qui repose sur 2 sages-femmes volontaires convaincues du bien-fondé de leur engagement, militantes de l'accouchement physiologique et sur la volonté du chef de service à l'écoute des femmes, ne peut cependant pas répondre à toutes les demandes, malgré une disponibilité totale et une organisation sans faille de l'équipe. Dans cette maternité qui affiche une progression d'activité régulière liée à l'accroissement démographique du territoire, sur 4 700 accouchements en 2012, 182 femmes ont dû être transférées dans un autre établissement avant leur accouchement et 56 après leur accouchement, faute de place. Le service maison de naissance, lui, n'a pu accueillir que 94 femmes pour 250 demandes. Ainsi, 160 femmes, 160 couples n'ont pu réaliser leur souhait de suivi de grossesse et d'accouchement physiologique. Ces demandes émanent de familles très diverses, car la maison de naissance est accessible à toutes, sans dépassement tarifaire. L'observation de la typologie des demandes et des parcours atteste de la mixité sociale. Les motivations sont autant culturelles, citoyennes que traditionnelles, et la rencontre de ces familles au cœur de la maternité est à l'image de la diversité des parcours de nos concitoyens dans ce territoire de grande couronne parisienne. De la femme qui a eu son premier enfant aux Pays-Bas, suivant cet accueil physiologique, à celle qui, ayant surmonté la crainte de la douleur à la suite de son premier accouchement et veut vivre le deuxième en toute conscience, à celle qui, idéologiquement, écologiquement privilégie les méthodes naturelles de vie, ou celle qui vient d'un pays où la maternité n'est pas vécue comme une maladie, que la surmédicalisation effraie,
Elles se retrouvent toutes dans cette démarche de confiance et de partage dans le suivi de leur grossesse, la préparation de leur accouchement, l'accouchement lui-même, conduite par ces sages-femmes expérimentées, dotées de la reconnaissance du chef de service. Le fait que ce service maison de naissance soit dans le bâtiment hospitalier apporte toutes les garanties de sécurité, tant à la patiente qu'au bébé et à l'équipe médicale. En 6 ans, le service n'a eu enregistré aucun accident de naissance, aucune césarienne, non programmée bien sûr, ni d'urgence en cours d'accouchement. Sur 575 naissances, on recense en moyenne moins de 10 réorientations par an avant l'accouchement et 11 pendant l'accouchement. 3 ont justifié une orientation, 3 par an, qui ont justifié une orientation vers le plateau technique pour permettre la pose d'une péridurale demandée par la femme en couche et 4 nécessitant une épisiotomie, mais surtout 80 femmes qui continuent leur expérience en faisant vivre l'association Panama auprès du service. Ces quelques chiffres montrent, si besoin était, que le service bien sécurisé, que les diagnostics de risque sont efficaces et que l'intégration dans le service de maternité est parfaitement opérationnelle. Alors pourquoi soutenir la proposition de loi de notre collègue Madame Dini, si c'était si facile? Eh bien parce que reconnaître enfin dans le système périnatal la maison de naissance permettrait de donner plus d'ampleur à la démarche et de répondre aux demandes légitimes, permettrait aussi de soutenir les acteurs impliqués et de les protéger de la précarité juridique et financière liée à la seule décision du directeur de l'établissement. Alors à Cergy-Pontoise, l'expérimentation permettra d'augmenter le nombre de sages-femmes et de temps d'aides-soignantes auxiliaires de puériculture, utiles à la satisfaction des demandes et au meilleur fonctionnement du service. C'est pourquoi je suis engagée avec confiance aux côtés des praticiennes et du chef de service de l'hôpital de Pontoise, au cœur du réseau des maisons de naissance, qui plaident pour leur reconnaissance institutionnelle. Merci Madame Gillot. Comme vous le savez tous, nous sommes dans un temps contraint, donc je vais être dans l'obligation d'arrêter l'examen du texte après la réponse de Madame la Ministre, si vous voulez bien Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis la première à regretter que nous ne puissions pas poursuivre l'examen de ce texte, puisque nous aurons l'occasion de nous revoir dans quelques semaines, sans doute, pour poursuivre. Néanmoins, je voudrais, sans revenir sur le fond de certains arguments qui me semblent avoir été clairement identifiés, sur notamment la sécurité et l'exigence de sécurité, répondre brièvement à certaines interpellations qui ont pu être faites. Je voudrais indiquer à Monsieur Barbier, qui a exprimé des réserves que je respecte, que la question de l'assurance et de la responsabilité ne se posera pas de façon différente que dans le cas de l'exercice libéral pour un médecin qui ne procéderait pas aujourd'hui à des accouchements. Oui, les sages-femmes qui pratiqueront ces accouchements auront à souscrire une assurance de responsabilité civile, et si un accident survient sur le trajet entre la maison de naissance et l'hôpital, eh bien, il appartiendra au juge, s'il est saisi, de faire une recherche en responsabilité, comme c'est le cas aujourd'hui, et comme c'est le cas si un médecin libéral demande le transfert d'une de ses patientes en direction d'un établissement de santé. À Aline Archimbaud, je veux assurer que l'expérimentation donnera lieu, bien sûr, à évaluation, et que c'est à partir de cette évaluation qui doit se produire, y compris sur le plan financier, que nous pourrons décider, le moment venu, d'une éventuelle généralisation à adopter. Je crois que vous avez eu raison, Madame la sénatrice, d'insister sur le caractère expérimental de la démarche qui est proposée. À Catherine Génisson, je veux indiquer que effectivement, elle a raison de souligner que le suivi personnalisé des femmes enceintes devient aujourd'hui une demande de plus en plus importante, et que même si le suivi est souvent personnalisé, il y a aujourd'hui le souhait que cette personnalisation puisse se poursuivre jusqu'au moment même de l'accouchement. Je veux insister sur un point parce que plusieurs intervenants sont revenus sur, au fond, les progrès médicaux qui
ont été réalisées grâce à la médicalisation des naissances. C'est un fait incontestable et aujourd'hui d'ailleurs, il ne s'agit en aucun cas de revenir en arrière. C'est-à-dire que ces maisons de naissance interviendront, si la loi est votée, interviendront sur fond, si j'ose dire, d'un niveau de médicalisation qui aura globalement progressé et donc un niveau de sécurité qui globalement aura progressé. Donc la mise en place de ces maisons de naissance n'a pas du tout le même impact en termes de sécurité et de progrès sanitaire que si on les avait mises en place il y a 20 ou 30 ans. Je tiens d'ailleurs à dire que lorsque l'on fait des comparaisons de pays à pays, il faut être extrêmement prudent et qu'en réalité, ça n'est pas la nature de la structure qui nous permet de dire que nous sommes face à un système ou à un mode d'accouchement plus ou moins sécurisé, c'est la qualité de l'accompagnement qui précède. Et nous savons que si la France a des progrès à faire aujourd'hui en matière de taux de mortalité au moment de la naissance, périnatalité, de façon plus générale, qu'il s'agisse des mères ou des enfants, nous savons que cela renvoie à la mise en place de procédures de prévention renforcées, de détection précoce renforcée. Nous voyons trop souvent des femmes qui n'ont pas du tout été suivies pendant leur grossesse arriver dans un hôpital au moment de l'accouchement et statistiquement c'est là que se produisent davantage d'accidents, tout simplement parce que les grossesses à risque n'ont pas pu être détectées, n'ont pas pu être accompagnées. Je veux évidemment confirmer à tous ceux qui, et notamment à Laurence Cohen, qui a fait état de ses préoccupations et de ses interrogations, je veux dire qu'il n'est en aucun cas envisageable d'ouvrir des maisons de naissance là où fermeraient, pour des raisons de sécurité, des petites maternités. Et là, s'il y a bien un engagement que je peux prendre, c'est celui-là. Je veux rappeler que la procédure qui est proposée, c'est celle d'un décret qui ensuite donne lieu à l'agrément nominatif des expérimentations sur la base d'un cahier des charges. Et donc, les ministres concernés, et la ministre que je suis, ne peut envisager de donner son agrément à une expérimentation dans un territoire où fermerait une petite maternité. Parce que je crois que l'interrogation, ça n'est pas tellement de dire on ferme une petite maternité, donc il n'y aura pas de maison de naissance dans un territoire rural, par exemple. Je ne crois pas que ce soit ça votre préoccupation. Ce serait de dire on va créer une maison de naissance adossée à une grande maternité, alors même que fermerait une plus petite à quelques dizaines de kilomètres, et ce serait préoccupant. Mais là, évidemment, il ne s'agit pas d'envisager des procédures de fermeture qui aboutiraient à des transferts d'une structure à une autre. Et puis moi, je veux vous dire, Madame Laurence Cohen, que si j'entends vos préoccupations et vos interrogations sur la manière de créer les conditions de la liberté de choix effective, et vous dites après tout, il y a d'autres chemins, et je l'ai moi-même indiqué, il y a d'autres chemins pour répondre à cette attente de liberté des femmes enceintes, mais au fond, en quoi est-ce que l'expérimentation proposée vient handicaper, si j'ose dire, les autres démarches? C'est-à-dire que au fond, même si vous n'êtes pas convaincu par le progrès que cela peut représenter, peut-on considérer que cela représente un inconvénient par rapport à d'autres souhaits qu'exprimeraient des femmes? Les femmes qui souhaitent accoucher dans un environnement médicalisé pourront toujours le faire, et les femmes qui souhaitent accoucher au sein d'une maternité dans une unité physiologique doivent pouvoir le faire. Je l'ai dit, c'est la démarche que je privilégie, mais encore une fois, il me semble qu'il y a place pour diverses réalités et diverses expériences. Jean-Marie Van Lerenberg a bien indiqué que l'enjeu de sécurité est clairement identifié dans la proposition de loi. Il a été rappelé que j'avais moi-même insisté sur ce point à l'époque où j'étais parlementaire à l'Assemblée nationale, et nous avions fait inscrire des précautions et inscrire des conditions pour l'expérimentation de ces maisons de naissance que nous retrouvons dans la proposition de loi. Et donc je crois que, comme lui, que
ce point peut être garanti. De la même manière, le rôle des agences régionales de santé sera bien présent. Elles auront un rôle de contrôle qui doit apporter des garanties. Enfin, Dominique Gillot a eu raison d'insister sur le fait que les esprits ont évolué. Et en fait, nous sommes là face à une évolution de la demande sociale, à une évolution de la société. Les femmes expriment des demandes diverses. Vous avez vous-même, Madame la sénatrice, indiqué que ces demandes, nous pouvons y souscrire plus ou moins d'ailleurs. Il y a certaines de ces demandes qui sont très traditionnelles, d'autres qui le sont beaucoup moins. Nous devons entendre cette diversité. N'oublions pas pour autant les progrès réalisés grâce à la médicalisation, mais entendons la demande des femmes. Je souhaite que, à l'occasion du débat que nous pourrons poursuivre dans quelques semaines, nous ayons la possibilité d'avancer dans ce sens. Merci, Madame la Ministre. Madame Dini, vous voulez vous exprimer? Une minute. Alors très court. Merci, Madame la Merci. Présidente, de m'accorder une minute. Madame la ministre a répondu à toutes les remarques a fait toutes les remarques que je souhaitais faire. Et je tiens, Madame la ministre, à vous remercier de votre compréhension, de votre soutien et de vos explications à chacun de nos collègues. Merci encore. Merci, Madame la rapporteure. Madame la rapporteure, vous connaissez bien les procédures dans cette maison, donc vous savez qu'il appartient à votre groupe de réinscrire cette proposition de loi lors d'une prochaine conférence des présidents. Très bien.